Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour un nouveau topo lecture. Aujourd'hui, je vais te proposer cette lecture que j'ai effectuée en janvier. Et puis voilà, on commence tout de suite. Le premier que je te présente aujourd'hui, c'est Le Gone du Shabbat de Azouz Begag. On est aux éditions Point et c'est un livre qui a été écrit par cet auteur algérien en 1986 et à la base, ça a été publié chez Seuil. Azouz Begag va nous plonger dans une histoire qui va reprendre sa propre vie de 1965-1966, en tout cas pour le début, mais on reste principalement dans ces eaux-là. Et ce qu'il va nous conter, c'est ce qu'il a vécu lorsqu'il a habité dans les bidonvilles qui se situent près de Lyon. Il a 9 ans à ce moment-là. Et il se retrouve avec plusieurs autres familles dans ces bidonvilles. Il va y décrire avec ses yeux d'enfant comment est-ce que se passe la vie là-bas, la vie avec d'autres familles et surtout les conditions de pauvreté dans lesquelles ils sont, le manque d'hygiène et les différents liens intrafamiliaux qui doivent se développer ainsi que ceux interfamiliaux puisque chacun est un peu interdépendant de l'autre. Il va, en parallèle de ça, nous dévoiler toute sa volonté pour réussir à l'école, mais en même temps la difficulté de s'extraire de son milieu, puisque évidemment c'est un des seuls à avoir cette ambition-là. C'est donc un livre d'apprentissage et en même temps un roman social. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce que ça réunit ce que j'apprécie, cet aspect un peu introspectif, psychologique, familial, cette remise en question, les conflits de loyauté qu'on peut avoir, notamment par rapport à son milieu, et puis tout ce côté social qui va nous dépeindre une réalité que je ne connaissais pas du tout. Donc vraiment, j'ai appris énormément de choses. On a une écriture qui est très simple, qui est très juste, qui sert bien évidemment le propos et en même temps le protagoniste, puisque c'est lui à 9 ans qui parle, donc c'est très cohérent. Il y a une immersion d'autant plus importante que Begag va utiliser et va employer le langage de rue, l'argot, et les différents langages qui coexistent, puisqu'il y a le langage de Lyon, le langage des Algériens, le langage du papa, le langage du bidonville. J'ai trouvé assez frappant et interpellant de pouvoir constater cette misère sociale, la difficulté d'être dans un pays, mais en même temps d'appartenir à une autre culture. Et le rapport au savoir est également aussi très intéressant dans ce livre. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé apprendre ses conditions de vie, ce qu'il s'est passé et comment est-ce qu'il a pu ou non s'en sortir. Et j'ai trouvé que c'était aussi un portrait touchant de cette famille et de ce petit garçon. Globalement, c'est donc une bonne lecture, même si elle ne m'a pas emporté plus que ça, mais j'ai aimé faire cette découverte tout du long. Et voilà, bonne lecture pour commencer ce topo lecture. Et puis c'est un livre qu'on ne présente plus beaucoup non plus, puisque j'ai lu Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. On est aux éditions L'Iconoclaste. Il a eu le Goncourt avec cette œuvre qui a été publié en 2023. Alors ici, c'est un roman dont l'histoire se déroule en France, et puis finalement très vite en Italie, parce que Mimo, qui est le personnage principal que l'on va suivre, naît d'abord et habite en France, et puis est envoyé en Italie suite au décès de son papa. Il va vivre en Italie auprès de son oncle, et essayer de devenir sculpteur. En tout cas, il commence par être un peu apprenti avec son oncle. On va suivre toute la vie de Mimo en suivant ses souvenirs de sa naissance en 1904 jusqu'à sa mort. Et là, c'est pas un spoil parce que dès le départ, on apprend qu'il est très âgé et qu'il va bientôt mourir, mais qu'il a envie de parler. Dans cette histoire, Mimo va passer de drame en drame, de drame en épisode heureux, de rencontres et surtout d'une belle amitié. Il y a beaucoup de bons points pour ce livre, où pour une fois, voilà, je rejoins les avis positifs. J'ai aimé la plume que j'ai trouvée extrêmement rythmée, très fluide, tout en gardant
quand même le mystère qu'il faut. C'est une histoire que j'ai trouvée bien construite, c'est haletant, et on alterne entre ce présent et puis les réminiscences du passé. On est principalement dans le passé quand même. Je ne me suis jamais ennuyée, ce qui est un excellent signe. Je trouve que dans le style, il y a quand même quelques subtilités aussi, même si c'est très fluide, parce que j'ai d'abord commencé ma lecture en audio et j'avais l'impression que je passais à côté de certaines phrases, de certains mots. J'ai donc relu certains passages en physique et j'ai vraiment préféré le lire en physique, donc j'ai arrêté de le lire en audio et je suis passée vraiment quasiment exclusivement sur papier parce que j'avais envie de profiter de cette plume qui a pas mal de petites pointes d'humour et je trouve que quand c'est en audio, eh bien on passe assez vite dessus et on peut, en tout cas moi, je suis peut-être pas assez attentive à l'audio et donc je passe à côté de ces traits d'humour et c'est bien dommage. Il y a également tout un contexte historique que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui est en toile de fond. Et là aussi, il m'a manqué peut-être un peu d'émotion pour être totalement embarquée. Il n'en reste pas moins que c'est une bonne lecture que j'ai faite et que j'ai appréciée. Puis tu commences à me connaître, mais on passe du tout au tout, puisque j'ai lu un manga de Gutanabe, qui est une adaptation de L'Appel de Cthulhu de H.P. Lovecraft. C'est un manga qui est sorti aux éditions Kiun en 2020. Et donc l'idée, c'est de reprendre ces nouvelles de Lovecraft, mais adaptées en manga. Ici, pour L'Appel de Cthulhu, si tu ne connais pas, on est en Angleterre dans les années 20. Certaines personnes font des rêves effrayants, des sculptures apparaissent, une curieuse litanie se fait entendre par certaines personnes et le point commun vraiment est une drôle de créature qui se laisse apercevoir via les sculptures. Ce que j'apprécie évidemment avec cette adaptation en manga, c'est qu'on va à l'essentiel et que le dessin peut vraiment faire ressortir cette horreur et nous mettre dans une ambiance particulière, peut-être encore évidemment plus visuelle que ce que ne peut l'être la nouvelle de Lovecraft. C'est donc un graphisme que j'ai trouvé très cohérent, très noir, comme même de la mine, comme la mine de crayon. Il y a pas mal aussi d'expressions avec des yeux écarquillés qui montrent la peur et l'angoisse des personnages. Donc évidemment, c'est parfois un peu caricatural, mais ça fonctionne assez bien. On reste sur une ambiance mystérieuse parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe, qui est qui, pourquoi est-ce que les gens ont peur. On laisse planer cette horreur et c'est ça l'horreur de Lovecraft, c'est que beaucoup de choses sont suggérées. Bon, ici évidemment il y a cette créature qui est là, mais voilà, ça reste quand même parfois juste présent dans le fond, mais on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Je ne suis pas toujours sensible à ça, mais si on aime ces ambiances-là, eh bien, je pense qu'on peut être bien porté. Moi, en tout cas, je préfère clairement les adaptations en manga que les nouvelles, parce que je ne suis pas très séduite par la plume de Lovecraft, en tout cas pour l'instant et de ce que j'ai lu. On perçoit ici le danger concret, et le danger est psychologique, parce que c'est une horreur qui rend fou les gens. C'est donc ici une belle lecture, et un pari gagné pour moi aussi, sans que ce soit un coup de cœur. Voilà, donc on reste dans les bonnes lectures, mais j'ai pas encore été happée, en tout cas avec ce que je te présente, c'est pas encore les lectures extraordinaires, mais voilà, c'est déjà très sympa d'enchaîner les lectures plaisantes qu'on apprécie et pour lesquelles on trouve pas mal de qualité. Bon, et finalement, je parle un petit peu trop vite, puisque là maintenant, je te présente Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. On est aux éditions Maxi Poche classique français, et ce texte-là a été publié, enfin ce texte-là, en tout cas Le Tour du monde en 80 jours a été publié en 1876. Pour ce qui est de l'histoire, eh bien, on est à Londres en 1872 et on va suivre Phileas Fogg, qui est un gentleman. Il décide de parier qu'il peut faire le tour du monde en 80 jours, malgré tous les imprévus eh bien, qui pourraient survenir, parce qu'il part du principe qu'il peut tout gérer. Il va donc partir avec son domestique Passepartout pour tenter de remporter son pari. C'est un classique qui est sympa, qui nous fait partir à l'aventure. Je trouve qu'il y a pas mal de petits détails un peu gonflants. On va un peu s'appesantir sur les horaires, sur les détails de train, sur ce par quoi on passe.
les différents trajets, les différents lieux, et ça, j'ai trouvé que parfois c'était un petit peu barbant. Fogg et Passepartout sont assez sympathiques aussi. Il y a des descriptions de certains peuples un petit peu stéréotypes, et voilà, avec certains petits aspects un peu négatifs. En tout cas, ce sont les aspects négatifs qui sont chaque fois mis en exergue. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'avais repéré un petit extrait qui illustre un petit peu ces détails. C'est en 1862 que malgré l'opposition des députés du Sud qui voulaient une ligne plus méridionale, le tracé du railroad fut arrêté entre le 41e et le 42e parallèle. Le président Lincoln, de si regrettée mémoire, fixa lui-même dans l'État de Nebraska, à la ville d'Omaha, la tête de ligne du nouveau réseau. Les travaux furent aussitôt commencés et poursuivis avec cette activité américaine, qui n'est ni paperassière ni bureaucratique. La rapidité de la main-d'œuvre ne devait nuire en aucune façon à la bonne exécution du chemin. Dans la prairie, on avançait à raison d'1,5 miles par jour. Une locomotive roulant sur les rails de la veille apportait les rails du lendemain et courait à leur surface au fur et à mesure qu'ils étaient posés. Enfin voilà, le style est pas mal, il y a parfois un petit peu d'ironie, mais c'est parfois un petit peu longuet au niveau de ces petits détails. Alors, j'ai trouvé aussi qu'en termes d'aventure, oui, effectivement, il y a de l'aventure, ils passent dans différents pays, ils utilisent différents moyens de transport, mais finalement, en termes de moralité, j'étais un petit peu déçue parce que s'ils arrivent à mener à bien, en tout cas une partie de leur voyage, je ne vais pas te dire s'ils réussissent ou non, mon Dieu, quel grand suspense, mais en tout cas, ce qu'ils arrivent à faire, c'est aussi parce que Fogg a de l'argent et donc il arrive aussi à se débrouiller et à dépasser les imprévus grâce à l'argent qu'il a. Donc voilà, finalement, c'est pas grâce à son intelligence, à ses stratégies ou bien les rencontres qu'il fait parce qu'il arrive à s'attirer. Voilà, non, c'est grâce à son argent. Bon, il faut le savoir, mais moi, c'est un petit peu un point décevant. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un classique que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps, c'est chose faite. Voilà, j'ai envie d'explorer encore d'autres classiques de Jules Verne, mais je n'ai peut-être pas envie de poursuivre tout de suite. Mais voilà, il y a quelques petits défauts dans la lecture, mais grosso modo, voilà, j'étais contente de la faire. Puis le dernier roman que je te présente, parce qu'après ce sont deux graphiques, c'est un roman de Coralie Glynn, Une femme de demain, on est aux éditions Cambourakis. C'est une autrice britannique qui est née en 1866 et qui est décédée en 1928. C'est un texte qui a été traduit de l'anglais par Leslie de Bont. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti en version originale, en tout cas ici aux éditions Cambourakis, ça a été traduit et c'est sorti en 2024. De quoi est-ce que ça va nous parler? Eh bien, nous allons suivre Laetitia, qui est une Anglaise vivant en 1896. Elle va passer une journée, elle va s'endormir, un peu malade, et puis elle va se réveiller 100 ans plus tard, en 1996. Elle va à ce moment-là se confronter aux femmes de ce siècle, aux hommes aussi, mais principalement aux femmes, et elle va également s'apercevoir de certaines évolutions. Ces évolutions, ces rencontres ne vont pas évidemment la laisser indifférente, et c'est un récit du coup d'anticipation puisque le texte a été imaginé, l'histoire évidemment a été écrite bien en deçà de 1996, puisque je le rappelle, elle est décédée en 1928. Donc c'est déjà un premier élément assez drôle parce que on voit ce que l'autrice a imaginé et on voit là où elle s'est trompée. Donc c'est très très marrant parce que quand on a connu 1996, c'est pas du tout ce qui est représenté ici, mais il y a certains petits aspects qui ont évolué de cette manière-là, mais voilà, elle n'a pas encore vu assez loin. Bref, ça reste un récit d'anticipation et un des premiers récits d'anticipation, donc ça reste très sympathique. On reste sur des thématiques féministes. L'autrice va appréhender certains points bien précis. Elle va faire débattre ces personnages qui vont également faire référence à des personnages, personnalités ou des personnages de fiction du 19e siècle ou alors du début 20e siècle. Et donc, c'est un ouvrage d'anticipation, certes, mais également de débat philosophique, j'ai envie de dire. Le récit, l'histoire
en elle-même est plutôt anecdotique. J'ai ressenti une volonté de glisser des idées, des discussions, pour essayer de voir là où ça pouvait mener les différents protagonistes. Donc c'est pas le récit le plus palpitant que j'ai lu. Par contre, j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt à réfléchir en même temps que les différentes personnes pour voir un petit peu finalement ce qu'on en pense actuellement, ou ce que j'en pense en tout cas, et pouvoir confronter les différentes visions. On y aborde évidemment le rôle de la femme, la maternité, l'amour marital, donc ce sont des sujets assez généraux, assez classiques, et c'est ça qu'on retrouve parce que c'est finalement un peu la base. Pour moi, on aurait pu encore plus développer certains personnages, notamment des confrontations entre les deux, parce que là je suis restée un petit peu sur ma faim, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas assez de remise en question de part et d'autre, donc ça c'est un petit peu dommage. Et la fin m'a moins plu, voilà. Donc c'est une lecture qui est assez mitigée, mais par contre qui m'a bien plu, j'ai envie de dire intellectuellement, pour surtout le côté un peu précurseur du genre et des idées. Puis je termine avec donc 2 graphiques. Le premier c'est Salon de beauté qu'on a vu pas mal. C'est une bande dessinée qui a été écrite, dessinée par Quentin Zution. On est aux éditions Dupuis. Dans cette BD, on va suivre 3 hommes qui tiennent un salon de coiffure, beauté. Ils aiment leur corps, ils s'aiment, ils aiment se faire plaisir. Et d'entrée de jeu, on part avec cette représentation-là de ces personnages qui ne boudent pas leur plaisir. Dehors, donc en dehors du salon de beauté, mais plus largement dans cette époque, dans ce pays, sévit une nouvelle maladie qui laisse des écailles sur le corps. Petit à petit, le salon de beauté va se transformer en un centre d'accueil pour les personnes atteintes de cette maladie. Voilà. Bon, évidemment, on sait de quelle maladie on parle. Ça tourne vraiment autour de ça, mais de manière métaphorique, puisque cette maladie où les effets, évidemment, sont illustrés avec les écailles. Donc ça change et ça permet de généraliser la maladie ou de la voir autrement, ou de ne pas rester focus sur cette maladie-là, mais finalement de prendre une maladie de manière générale. C'est une BD qui est magnifique, qui est très sombre, qui a des couleurs vertes et oranges. Comme la couverture, on reste sur cette gamme chromatique. Cette maladie, évidemment, prend toute la place. Il y a l'ambiance qui se dégrade parce que d'une ambiance joyeuse, on passe évidemment à une ambiance grave, sombre. Et le lecteur sombre aussi dans cette ambiance. Il y a une tristesse inéluctable qui sort, qui se dégage de cette bande dessinée. On a notre cœur qui se serre. C'est un portrait noir d'une réalité intemporelle. C'est très beau et c'est très noir. Et le dernier graphique de ce topo s'intitule « Les derniers jours de Robert Johnson ». Ça a été écrit par Franz Duchazot. On est aux éditions Sarbacane. Là, pour cette histoire, totalement différent, nous sommes en 1938, aux États-Unis, et nous suivons Robert Johnson, qui au dernier jour de sa vie, se remémore les événements essentiels et traumatiques de sa vie. Alors on est en plein contexte raciste des États-Unis, où les Blancs et les Noirs, évidemment, ne se côtoient pas. On est dans le rapport difficile puisque les Noirs ne peuvent pas vraiment accéder au travail, n'ont pas de reconnaissance. Or ici, c'est un musicien de génie, donc peut-être qu'il pourrait un petit peu se glisser entre les mailles, mais ça ne reste jamais évident. C'est également un musicien qui n'a pas eu la vie facile, il n'a pas un rapport sain avec les autres, lui-même, l'alcool. Et ce qu'il a vécu lui donne finalement cette profondeur, cette densité qui en fait un musicien de génie. C'est un graphisme là aussi qui est très sombre, qui est très noir, qui est en crayonnage. Parfois ça donne une difficulté de compréhension. En tout cas ça rend, je trouve, difficilement lisible les différents personnages. Moi je me perdais un petit peu pour savoir qui était qui, parce que tout le monde se ressemblait un peu. On avait l'impression d'être un peu en plein cauchemar ou en plein rêve psychédélique, mais noir et blanc. Et donc on ne sait pas vraiment distinguer les personnages, je trouve. Mais en même temps, c'est un crayonnage qui nous... Enfin, un trait de dessin, c'est un trait
qui nous rend particulièrement fort cette ambiance en fait. Et donc je trouve que cette difficulté-là, elle est aussi rendue dans la narration parce que finalement, je suis un peu ambivalente. J'ai apprécié ma lecture, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris au niveau de la narration. Il me semble que, voilà, déjà c'était pas tout le temps linéaire, on revenait en arrière, un passé lointain, un passé proche, et puis le présent, enfin bref, rien qu'en expliquant, je m'égare, mais il y a plusieurs temporalités dans son histoire et dans sa biographie, et je trouvais que, il me semble à dessein, mais en tout cas ça m'a un peu perdu, on n'a pas toute la narration. Et en fait malgré ça, d'habitude j'aime quand c'est quand même bien plus lisible, ici j'ai quand même beaucoup apprécié ce qui se dégageait de cette histoire et la noirceur aussi du personnage, la tristesse finalement de ce génie qui a une fin assez dramatique. Et ça, je trouve que c'est assez fort. Donc c'est une BD qui me reste et que j'ai envie finalement de relire, qui me donne aussi envie d'approfondir ma connaissance de Robert Johnson parce que, je dois bien être honnête, je ne le connaissais pas. J'ai écouté la bande originale pendant ma lecture, après ma lecture aussi, enfin surtout après ma lecture. Et donc c'est une œuvre qui fait son chemin et qui permet d'aller plus loin. Et ça, c'est toujours intéressant. Voilà, j'espère t'avoir donné envie d'en lire l'un ou l'autre. Je t'attends en commentaire si le cœur t'en dit. Je te souhaite d'excellentes découvertes et en attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.